Ça va tellement loin dans l'absurdité de tout, dans la négation de la vie et dans l'exploitation, que tout le monde se rend compte que ça peut pas continuer, qu'on ne peut pas continuer à tuer, je veux dire, tuer les gens, tuer la nature, tuer les oiseaux, tuer tout, enfin avoir aucun respect pour rien du tout. La première chose de la vie, c'est se sentir bien, au moins quelque part, créer, ne pas être obéir partout, être libre, être créé, voilà. Retrouver la création. Et c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Donc, c'est créer son propre paradis terrestre. Et même faire un jardin dans lequel on est bien, dans lequel on se sent bien. Pas seulement pour la production, c'est pas le plus important, la production de légumes et de fruits. C'est tout à fait secondaire. On dit que 90% des maladies, c'est dû au cerveau, absence de stress ou stress. Et bien donc, quand on est bien, on élimine déjà 90%. C'est déjà extraordinaire. Hein? Il ne reste plus que 10% pour les médecins. C'est ta nourriture et ta façon de vivre qui sont tes médicaments. Le jardin a une surface de 1800 mètres carrés où il y a 1500 arbres fruitiers et arbustes fruitiers également, et aussi 4000 espèces de légumes différents, et puis aussi des plantes sauvages comestibles. J'avais aucune conscience de ce que pouvait être la nature. Je croyais même que l'homme devait dominer la nature. Maintenant, je considère tous les plantes, tous les arbres comme des êtres vivants, parce qu'ils ont un langage qu'il faut qu'on plante et on est dans la nature. Et on s'aperçoit bien qu'on est partenaires, c'est évident ça. On est le résultat de tous les autres gens, comment on peut dire des conneries comme ça, qu'on s'est fait soi-même. Mais c'est, hein, on a déjà, hein, on sort du ventre de la mer, on ne sait rien faire pendant adolescent et tout, avant 20 ans, 25 ans, qu'on devient un peu, hein, qu'on commence avec son propre cerveau. Hein. Mais on est le fruit de tout le monde, de tout notre entourage, de tous les gens. Et dire qu'on s'est fait soi-même, c'est une connerie qui dépasse tout. Et pourtant, notre système est basé là-dessus. Des serpents même, des gens qui croient qu'ils se sont faits tout seuls, qu'ils ne doivent rien à personne, qu'ils se sont faits tout seuls. C'est une absurdité incroyable, incroyable. Il y a des châtaigniers, des noyers, des kakis, des kumquats, des pêchers, des noisetiers, des poiriers, des abricotiers, des figuiers et des pommiers, évidemment. 650 variétés de pommes différentes. La base de la permaculture, c'est le partage. Donc c'est partage avec les gens, partage avec la nature, partage avec les vers de terre, partage avec les oiseaux, mais aussi partage avec les gens. Le fait qu'on produit beaucoup, ça élimine des tas de problèmes. Pourquoi lutter contre les oiseaux? Pourquoi lutter contre les insectes? Pourquoi lutter? Il y en a pour tout le monde. Donc ce problème diminue. Il y en a tellement que ça deviendrait du vice de tuer quelque chose pour le plaisir. Mettez des cerisiers. Ah, et les gens disent, ben non, mais pas de cerisier. Si je mets un cerisier, les oiseaux vont venir bouffer tout. Ben, oui, mettez un deuxième alors, il y en aura un pour les oiseaux et un pour vous. Hein. On a le poireau, on a le céleri persil, du chou frisé, le galinsoga, le masseron potager, un pissenlit géant qui s'appelle aussi la laitue du père plumier, la clétone de Sibérie, un peu de fenouil, de la bête à carde jaune, et puis là, les grandes feuilles de consoude. Ben, je faisais déjà la permaculture, ce système-là, avant de connaître les mots. Ça correspondait exactement à ce que je voulais, c'est-à-dire quelque chose de global, mais qui ne soit pas de nouveau une nouvelle religion, avec des nouveaux gourous, avec tout le bol, et ça me fait peur. Le principe, c'est pas ça, c'est tout à fait l'autonomie. En principe, la permaculture va à l'encontre de tout ça. Mais le christianisme aussi allait à l'encontre de tout ça. Hein. Et quand on voit l'Église, comment elle s'est comportée tout le temps, donc il faut toujours faire vraiment attention. On fait du jardin le plus naturel, le plus bio possible, on donne toutes les techniques, l'esprit, le tout. Et puis chacun fait ce qu'il veut. Le chénopode, qui est également une plante sauvage comestible. Le but de la permaculture, c'est de chercher, d'associer, de faire et voilà, que nos rêves deviennent des réalités. Avant, c'était impossible. On ne savait pas faire des arbres en même temps que des fleurs, en même temps que des plantes. Il fallait absolument retourner la terre. Enfin, toutes des conneries comme ça. Et que maintenant, c'est complètement, je veux dire, balayé. Donc, ce que je fais, c'est montrer que
que quasiment rien n'est impossible. Quasiment. Je dis quasiment pour ne pas être trop prétentieux comme ça, mais je pense que rien n'est impossible. Il faut le temps de la découverte. Il y en a qui s'en passent, s'empêcher de bêcher, de remuer la terre. Bon, s'il y en a qui veulent faire ça, c'est parce qu'ils ont fait tellement de péchés qu'ils doivent suer, qu'ils doivent faire quelque chose pour avoir plus vite au paradis et pas à toutes des années de purgatoire au moins. Hein. Pour la terre, ça ne sert à rien, au contraire. Pour que les perce-oreilles puissent faire leur travail de nettoyer les fouilles d'éventuels vers, toutes les verminoses, les œufs et les pontes qui sont faites dans l'arbre par les carpocaps. Les perce-oreilles sont cachées dans ce petit nichoir et elles sont à pied d'œuvre pour aller se promener dans l'arbre et nettoyer les pommes des éventuelles incursions de vers. Et donc, depuis qu'on a installé ces petits pots, on a cueilli des pommes intactes. Les perce-oreilles font un travail magnifique. La permaculture, c'est augmenter la vie. C'est pas augmenter le coût de la vie, c'est augmenter la vie. Et donc, il faut faire de la permaculture, pas par peur de la mort, par peur de la souffrance, mais pour augmenter la vie, pour vivre mieux, pour être plus heureux, pour se sentir bien mieux. Donc c'est ça. On est là pour ça, pour faire découvrir le reste, le plaisir, le bonheur, le travailler ensemble, manger ensemble, faire des fêtes ensemble, avec des produits sains, bien sûr. Donc on a de très beaux myrtilliers. Ce qui apparaît comme un mal, oui. Par exemple, les orties. Les orties, ça pique. À première vue, pour tout le monde, les orties, c'est une mauvaise herbe, c'est la reine des mauvaises herbes. Quand on réfléchit bien, maintenant, c'est la reine des bonnes herbes. C'est la reine des bonnes herbes. C'est un légume formidable qui dépasse en protéines, en vitamines et tout ça, tout ce que les légumes, même les fruits, ils ont. C'est quelque chose de formidable. La permaculture, il ne faut pas s'arrêter à un truc. Il faut toujours voir à quoi sert une chose. Donc, on a découvert l'ortie, tout à coup, un légume formidable. Oui, mais en plus d'être un légume, c'est un engrais formidable. En plus d'être un engrais formidable, c'est un anti-champignon formidable. En plus de ça, il attire tous les papillons. C'est pour 90% des papillons, s'il n'y avait pas les orties, ils auraient pu se reproduire. Les limaces. S'il n'y avait pas les limaces, il y a beaucoup d'animaux qui ne nourriraient pas. Les grenouilles, les crapauds, les oiseaux. En plus, comme c'est une nourriture protéinée, très riche, au lieu de les zigouiller, au lieu de les tuer, il faut essayer de les capturer. Donc, trouver des systèmes pour les capturer vivantes et puis les donner à manger aux poules, aux canards, aux oies. Donc, on a là. Donc, c'est transformer un mal, quelque chose qui apparaît comme un mal, en quelque chose de positif. Tout à coup, ça devient une nourriture extraordinaire pour les animaux. Si on n'a pas de poules, si on n'a pas de canards, si on n'a pas de oies, on les tue et ça devient de l'engrais. Le travail du cloporte est de détruire tout ce qui est pourrissant jusqu'à faire une cicatrice dans une pomme qui a une poche de pourri. Après le passage des cloportes, la pomme est intacte, on peut la consommer, elle n'a pas continué de pourrir. Beaucoup de gens viennent au groupe, enfin beaucoup, moins. Mais souvent pour des problèmes de santé, pour des problèmes, ils viennent chercher des médicaments, par exemple, ils viennent chercher des semences de plantes médicinales. Donc pour faire eux-mêmes. Alors ce qui est formidable, la plupart du temps, c'est que quand ils sèment dans leur jardin les plantes médicinales, que ça pousse et qu'ils voient qu'ils sont là, ils n'en ont plus besoin. Dans la plupart des cas. Le fait qu'ils sont en disposition, qu'ils l'ont créé, ils sont guéris. La guimauve, la racine est un émollient. Quand les bébés font leurs dents, ça soulage les douleurs des poussées dentaires des bébés. Il y a un pédiatre qui était très content de l'avoir trouvée pour la mettre dans son jardin. Il ne savait pas où en trouver, il l'a trouvée ici. Il y a des gens qui font des régimes absurdes. On dirait des vrais écolos, là, des écololos, on dirait qu'ils sortent des camps de concentration. Hein. C'est quelque chose d'aberrant. Bah, pour eux, ça passe, mais quand ils obligent leurs enfants, bien toute leur famille, à manger comme ça, je trouve ça. Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Alors je dis, quand il n'y a pas le moral, le meilleur, c'est la baraque à frites. Si elle a acheté un bon paquet de frites avec de la mayonnaise et ça remonte le moral de façon formidable. Et le reste, c'est secondaire. J'en oublie. Oui, les vignes, il y en a 10 ou 15
qui grimpent librement jusque dans les arbres. Le Boscode Glory, le Phénix, le Régent, le Sigeribe, l'Émeraude, le Chasselas doré. Donc je préfère manger de la merde ensemble que de bio tout seul. Ah ouais, ça c'est ma philosophie profonde. Ne jamais se couper des relations des gens. C'est d'abord les gens qui comptent. Et les gens tels qu'ils sont, pas tels qu'on les voudrait, tels qu'ils sont. Et le meilleur moment du jardinage, le meilleur moment de la permaculture, c'est quand quelqu'un écrit break. Ou break, on laisse tomber les outils, on se réunit autour de la table, il y a quelqu'un qui a ramené à boire, quelqu'un qui a ramené des tartes, quelqu'un qui a ramené des gâteaux. Sitôt qu'on est avec les autres et qu'on travaille ensemble et qu'on discute, on apprend des tas de choses, il y a des tas de choses qu'on ne sait pas et qu'on apprend sans arrêt, sans arrêt. Je n'ai pas encore appris totalement le langage des vers de terre et des arbres. Et donc je suis content là-bas de me trouver avec mes camarades et boire un coup et parler philosophie. Et ça me remet à ma place. Ce sont des choux de Chine, des feuillages qui sont extrêmement fins et qui en fait durent tout l'hiver. Ici, ce que vous faites, c'est illégal. Non. Non, non. On n'est pas producteur et on n'est pas commerçant. Donc c'est un groupement d'achat. Donc on achète tous les semences. Mais en dehors de ça, on préconise aux gens. Donc, et dans les cours, on dit comment il faut reproduire les graines, comment les gens ils peuvent faire leurs graines eux-mêmes. La loi ne punit pas les groupements d'achat. Mais on ne peut pas être producteur, on n'est pas commerçant. Mais on est tout à fait contre ce principe de... On luttera, même si je dois aller en prison, je ne vais jamais déroger. Il n'y a jamais quelqu'un qui va me faire... dire à moi que je ne peux pas mettre telle semence, telle semence. Ça fait des dizaines de milliers d'années que les gens ont sélectionné des semences et tout ce qu'on a, c'est le produit de tout le monde. Et c'est le produit des paysans. Hein. Ce n'est pas le produit des ingénieurs agronomes dans les grands bazars. Là, hein. C'est facile, ils font des conneries, ils mettent ensemble, ils ne créent rien du tout. Hein. OGM et hybride, ça rejoint même un peu, pour moi, ça rejoint le fascisme. C'est-à-dire une tentative d'arrêter l'histoire, de bloquer l'histoire, de bloquer la vie. Pour faire un hybride. Ils disent qu'il faut 10 ans de recherche, c'est pour ça que ça coûte si cher. Mais pour faire ça, il faut sélectionner pendant 10 ans les parents. Il y a 10 ans de recherche pour faire les parents, pour faire un bon hybride. Pourquoi ils ne commercialisent pas les parents? Hein? Parce que personne ne sait le produit, c'est un secret, et puis et voilà. Donc c'est un truc purement commercial et il faut ça comme si c'était un avantage, comme si c'était une progression. C'est pas une progression, encore une fois, c'est un arrêt de la vie, essayer d'arrêter la vie, de faire les mêmes choses, les mêmes bazars. Et moi, c'est horrible ça. Alors on a 100 laitues pareilles, qui tous en même temps, un jour près, ils sont tous mus, 100 choux pareils. C'est absurde, c'est quelque chose de... Voilà. C'est uniquement un truc commercial, uniquement... Voilà. C'est un pommier à fruits sauvages qui sont de très très grands pollinisateurs. C'est-à-dire que leur pollen fait en sorte d'avoir des bonnes productions sur les pommiers qu'on veut manger, quoi, avec les pommes à gros fruits. C'est un excellent collaborateur. Depuis qu'on fait ça, rechercher tous les graines partout, anciennes, dans tous les pays du monde, il est très très rare qu'un hybride est supérieur aux variétés traditionnelles. Quand on trouve la variété traditionnelle qui convient à son climat, à sa terre, au contraire. Et donc, dans le catalogue, comme on n'est pas sectaire, il y a encore quelques hybrides, mais au début il y en avait plus. Maintenant, tous ces hybrides diminuent, pas parce qu'on ne les met pas dans le catalogue, parce que les gens n'en veulent plus. On a 950 variétés de tomates dans le catalogue. Hein. Il y avait 20-25 hybrides. Au début, c'était les graines qui perdaient le plus. Maintenant, c'est les graines qui perdent le moins. C'est de plus en plus rare. Une fois qu'on a goûté des autres tomates que les hybrides, on ne sait plus manger des hybrides. Hein, parce que on dit mais c'est dégueulasse, ça n'a pas de goût, ça n'a pas de machin. Et il y a tellement des centaines et des centaines de goûts différents dans les tomates. C'est tellement bon que jamais plus les gens vont revenir à des hybrides. Et donc, voilà, on a essayé de contrôler les gens avec des conneries comme ça. Mais on commence à en sortir. Je vois ici le nombre de gens qui viennent et tout ça. On commence à en sortir. Ouais. On se trouve dans un monde qu'on peut améliorer et je crois que la contribution de chacun
de tous les gens est importante et que si on peut faire avancer la formation, la réflexion, la connaissance du monde dans lequel on peut aussi permettre aux gens d'avoir une influence sur le monde dans lequel ils vivent. De la bête en fait, il y a plusieurs noms. Soirée ou belle dame, il y a la circe, qui a d'énormes feuilles, qu'on appelle la plante à peau au Moyen-Âge. La circe. Et celui-ci, c'est un des plus anciens du jardin, c'est un néflier.